Et si on se disait que l'un des plus grands défis en médecine de la fertilité, c'était de viser une seule et unique cible? C'est un peu contre-intuitif, non? Aujourd'hui, on plonge dans la science fascinante de l'induction de l'ovulation. Le but du jeu, obtenir un seul follicule. Un seul, mais un follicule sain. C'est un véritable exercice d'équilibriste et on va voir ensemble comment les médecins s'y prennent pour relever ce défi. Alors, voilà le programme. On va commencer par le cœur du problème. Pourquoi est-ce si compliqué de n'avoir qu'un seul follicule? Ensuite, on parlera de l'hormone qui a tout changé. Après ça, on décortiquera les 3 grandes stratégies, le step-up, le step-down et le séquentiel. Et pour finir, on verra comment tout ça nous amène au traitement personnalisé. Allez, on y va. On attaque donc avec la première partie, le défi du follicule unique. Et la question, elle peut sembler toute bête, mais elle est centrale. Pourquoi est-ce si difficile de stimuler un seul ovule? C'est une excellente question. En fait, il faut s'imaginer en train d'essayer de capter une vieille radio. On tourne le bouton, on cherche la bonne fréquence. Sauf que ici, la fréquence change tout le temps. C'est un peu ça le défi. Le corps humain, ce n'est pas une machine avec des réglages fixes. Chaque personne est différente. Et même pour une seule et même personne, chaque cycle est une nouvelle aventure. C'est cette variabilité biologique qui rend tout ça si complexe. Alors, pour commencer à y voir plus clair, il y a un concept absolument clé à saisir. C'est ce qu'on appelle le seuil de FSH. C'est quoi ça? Imaginez un interrupteur. Pour que la lumière s'allume, il faut appuyer juste assez fort. Pas assez, il ne se passe rien. Trop fort, on pourrait faire sauter les plombs. Eh bien, le seuil de FSH, c'est ça. C'est la dose minimale d'hormones qu'il faut pour qu'un follicule commence à grandir. Tout l'art, c'est de trouver ce point précis et surtout, de ne pas aller au... Et c'est là, bien sûr, que les choses se compliquent encore un peu. Parce que ce fameux seuil, ce serait trop simple s'il était le même pour tout le monde. Pour une personne A, il faudra peut-être 75 unités. Pour une personne B, ce sera 112,5. Et le pire, c'est que même pour la personne A, d'un mois à l'autre, ce seuil peut complètement changer. C'est une cible qui bouge en permanence. Autrement dit, le traitement qui a parfaitement marché le mois dernier pourrait ne pas du tout fonctionner ce mois-ci. Ok, mais qu'est-ce qui se passe si on se trompe? Si on dépasse ce seuil de plus de 30%? Eh bien, c'est là que le risque apparaît. On ne stimule plus un seul follicule, mais plusieurs en même temps. Et ça crée 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est bien sûr le risque de grossesse multiple. Le second, qui est encore plus sérieux, c'est le risque de ce qu'on appelle une hyperstimulation ovarienne. C'est une réaction très forte des ovaires et ça peut être dangereux. C'est précisément ce que les médecins cherchent à éviter à tout prix. Heureusement, face à ce besoin de précision chirurgicale, la science a fait un bond de géant. Une véritable hormone révolutionnaire est arrivée, un nouvel outil qui a complètement changé la donne. Pour comprendre ce changement, il faut faire un petit retour en arrière. Avant les années 90, la FSH qu'on utilisait était d'origine urinaire. Elle était moins pure et surtout, sa puissance pouvait varier d'un lot à l'autre. C'était un peu comme un outil artisanal. Ça marchait, mais ce n'était pas hyper précis. Et puis, au milieu des années 90, tout a changé, avec l'arrivée de la FSH recombinante. Là, on parle d'une hormone fabriquée par génie génétique, ultra pure, et surtout avec une puissance parfaitement constante. C'est littéralement comme si on était passé d'une vieille carte routière à un GPS. Ce bond technologique a permis d'envisager des stratégies de dosage beaucoup plus précises et plus sûres. Et grâce à cette constance, on a pu définir une sorte d'unité de mesure standard, 75 UI. C'est devenu la dose de départ de référence, la brique de base, si on veut, sur laquelle on va pouvoir construire toutes les stratégies qu'on va voir juste après. Ça a permis un contrôle infiniment plus fin du processus. Ok, maintenant qu'on a notre outil de précision, cette FSH recombinante, comment on l'utilise? Première stratégie, le protocole step-up. On pourrait le traduire par l'ascension prudente. Et l'image est parfaite. L'idée, c'est vraiment ça. On grimpe une montagne, mais tout doucement, pas à pas, pour être sûr de ne jamais glisser. La philosophie derrière cette méthode est très claire. On commence tout doucement et on avance lentement. Le but est de trouver très précisément le seuil de FSH unique de la personne pour ce cycle en particulier. On ne force rien, on cherche la bonne dose de manière très précautionneuse. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, on commence avec une dose très faible, disons 75 UI, pendant une période qui peut aller jusqu'à 14 jours. On surveille. Si rien ne bouge, on augmente la dose, mais d'un tout petit peu, genre 37,5 UI, et on continue comme ça. Puis, dès qu'un follicule atteint 10 mm, on stoppe tout. Enfin, on stoppe l'augmentation. On maintient cette dose-là et on ne la bouge plus jusqu'à ce que le follicule soit mûr. C'est très méthodique, très contrôlé. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Le gros avantage, c'est évident, c'est la sécurité. C'est une méthode ultra sûre, avec un risque très faible de développer plusieurs follicules. Le revers de la médaille, par contre, c'est le temps. Ça peut être long, vraiment long.
Un traitement peut s'étaler jusqu'à 35 jours. C'est le compromis, la sécurité maximale contre la patience. Bon, cette méthode est sûre, mais lente. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Eh bien si. On passe à la deuxième stratégie, qui est quasiment l'opposé, le protocole step-down ou comment mimer le rythme de la nature. L'idée ici n'est plus de chercher prudemment le seuil, mais de copier ce que fait le corps naturellement. La philosophie est complètement différente. Dans un cycle naturel, qu'est-ce qui se passe? Le taux de FSH est assez haut au début, ce qui recrute plusieurs follicules. Puis ce taux baisse. Et c'est là que la sélection se fait. Seul le follicule le plus sensible arrive à continuer de grossir avec moins d'hormones. Les autres s'arrêtent. Le step-down, c'est exactement ça. On commence avec une dose plus élevée pour recruter un petit groupe de follicules, puis on diminue la dose pour laisser la nature, ou presque, sélectionner le champion. En pratique, ça donne quoi? On va démarrer avec une dose de charge, par exemple 158, pour bien stimuler les ovaires. Dès qu'on voit à l'échographie qu'un follicule a dépassé les 10 mm, on commence à réduire la dose. Cette dose plus faible, elle est juste suffisante pour le follicule le plus avancé, le plus sensible, pour qu'il continue sa route. Pour les autres, par contre, c'est trop peu, ils arrêtent leur croissance. C'est une sorte de sélection naturelle, mais assistée par la médecine. Les avantages, ils sont évidents. La durée de stimulation est beaucoup plus courte. Une étude a montré qu'on pouvait passer de 18 jours à 9 jours. C'est énorme. Et souvent, ça demande moins de produits au total. Le X, c'est que c'est une technique bien plus délicate à maîtriser. Le choix de la dose de départ est absolument critique. C'est un vrai exercice d'équilibriste. C'est plus rapide, mais ça demande une plus grande expertise. Alors on a d'un côté la sécurité, mais la lenteur. De l'autre, la rapidité, mais plus de risques. La question logique, c'est: ne pourrait-on pas combiner les deux, prendre le meilleur de chaque monde? Eh bien si, c'est l'idée de la troisième stratégie, le protocole séquentiel, l'approche hybride. Et la philosophie, c'est exactement ça, prendre le meilleur des deux mondes. On combine la sécurité d'un démarrage en step-up avec l'avantage de la sélection d'une fin en step-down. C'est un peu comme commencer une course prudemment pour ne pas tomber et puis accélérer à la fin pour gagner. Comment ça se traduit en pratique? On commence comme un protocole step-up classique, à faible dose, pour trouver une réponse en douceur. On maintient cette dose jusqu'à ce qu'un follicule dominant atteigne une taille de 12 à 14 mm. Et c'est là que tout bascule. Au lieu de continuer, on step down, on réduit la dose, par exemple de moitié, pour les tout derniers jours de la stimulation. C'est ce changement de rythme final qui va assurer que seul le leader continue sa course. Alors, si on résume tout ça dans un tableau, on a le step-up, son point fort, c'est la sécurité maximale, son défi, c'est la durée. Ensuite, le step-down, son atout, c'est la rapidité. Son défi, c'est de bien doser au départ. Et enfin, le séquentiel, l'avantage, c'est une sélection efficace. Le défi, c'est d'avoir un timing absolument parfait. 3 stratégies, 3 philosophies pour s'adapter à chaque situation. Et tout ça nous amène à la conclusion logique. L'objectif, c'est le traitement personnalisé. Pourquoi avoir autant de stratégies différentes? Tout simplement parce qu'il n'y a pas une solution qui marche pour tout le monde. L'important, c'est d'avoir plusieurs outils pour choisir le bon pour la bonne personne. Au final, l'objectif global, c'est toujours le même, quelle que soit la méthode. C'est un triptyque. D'abord, l'efficacité. Il faut que ça marche, qu'on obtienne une ovulation. Ensuite, la sécurité. Il faut à tout prix éviter les risques. Et enfin, la personnalisation. Il faut trouver le protocole le plus adapté à la personne et à son cycle. C'est l'équilibre entre ces 3 piliers qui fait un bon traitement. Et cette citation le résume parfaitement. L'objectif doit être d'obtenir une croissance monofolliculaire pour limiter les risques en alliant efficacité et sécurité. Ça dit tout. Le but, ce n'est pas seulement de réussir, c'est de réussir bien, en toute sécurité. Cette quête du follicule unique, ce n'est pas une course à la performance, c'est la recherche d'un équilibre subtil entre la science et la biologie humaine. Et ça nous laisse avec une question fascinante pour l'avenir. La science continue de nous donner des outils hormonaux de plus en plus précis. Alors, à quoi ressembleront les soins de fertilité de demain? Jusqu'où pourra-t-on pousser cette personnalisation? C'est une question ouverte et passionnante. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi.